Voilà donc une communication qui sera un peu le bilan de ces 6 années de fouilles dans le cadre du projet du PCR Autun-la-Jeunetois, donc pour le volet ancien, néolithique et protohistoire. Donc cette communication va s'articuler en 2 temps. D'abord, un bilan de la dernière évolution sur la recherche de l'enceinte néolithique des Grands Champs, qui va surtout concerner l'aspect chronologique et culturel. Et dans un deuxième temps, la présentation de la fouille de l'enclos fossoyé de la Jeunetois qui a eu lieu donc ces 2 dernières années. Donc, pour rappeler un peu notre activité dans le cadre de ce PCR, donc, on a fouillé sur 6 années, avec une année blanche en 2020. Donc, 4 années ont été consacrées à la fouille de l'enceinte néolithique, et ces 2 dernières années, comme je viens de le dire, à la fouille de l'enclos de la Jeunetois. Donc, rapidement, on commence tous à savoir à peu près où se situe cette enceinte. Donc, on se trouve un peu au nord du site gallo-romain, de l'occupation gallo-romaine de la Jeunetois. Donc, avec l'enceinte néolithique se trouve ici. Donc, il s'agit d'une enceinte délimitée par une très, très grosse palissade et 2 rangées de fossés. Donc, cette délimitation en sert une surface de 10 hectares, ce qui fait quand même un gros site. Et d'autre part, donc, on s'est intéressé aussi à cette petite grappe d'enclos ici, qui sont des enclos fossoyés, donc délimités par des fossés, et qui se situent en gros à mi-chemin entre le Ternin et l'enceinte néolithique. Alors, il faut savoir que l'enceinte néolithique est située au-delà de la courbe des 290 mètres, je crois, donc dans une zone non inondable, tandis que les enclos, eux, sont dans une zone inondable, bien sûr. Donc, rappel sur les 2 dernières années de fouilles. Donc, en 2022, donc, cette année 2022 a marqué la fin des recherches sur l'enceinte néolithique. Donc, on avait déjà fouillé, on le verra tout à l'heure, un assez grand tronçon ici. Et cette année-là, donc, on a voulu décaper sous forme d'un grand sondage, une assez grande surface à l'intérieur de l'enceinte afin d'en estimer sa structure spatiale. Et d'autre part, un premier sondage probatoire, celui-là, avait eu lieu sur un des 3 enclos que je vous ai montré tout à l'heure ici. Et quant à l'année 2003, donc, on s'est entièrement consacré à la fin de la fouille de cet enclos. Donc, le décapage à l'intérieur de l'enceinte s'est soldé par, en fait, pas grand-chose, quoi, puisque on n'a quasiment rien trouvé, si ce n'est 3 petites structures qui sont des structures de surface, en fait, et qui sont caractérisées par des amas de pierres brûlées qui peuvent être datées de la période d'occupation de l'enceinte. On attendra d'avoir les résultats des analyses radiocarbone pour pouvoir le dire. Donc, rien ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, donc, puisqu'on peut imaginer que l'intérieur de l'enceinte était dévolu à un espace vide. Alors, de quelle fonction agricole, élevage, voire maintenant les idées évoluent un peu, voire un lieu de rassemblement communautaire. Donc, un rappel très rapide sur les fouilles, donc sur les fouilles de l'enceinte en elle-même. Donc, on a fouillé sur 7 zones, donc en mettant au jour donc, toute la palissade néolithique. C'est les fossés qui lui sont associés et donc une série de 5 bâtiments donc, qui sont quasiment collés à la palissade. Donc, ce qu'on retient au niveau du caractère spatial de cette enceinte, c'est une structure pensée dès l'aménagement de
du site, donc avec donc les bâtiments qui correspondent, à chaque bâtiment correspond un tronçon du Grand Fossé, et les espaces vides entre les tronçons correspondent également aux espaces vides entre les bâtiments. Donc c'est ce qui est relativement intéressant, qui est très rare pour ce type de site au niveau national. Donc un site quand même très intéressant. Pour ce qui est donc des datations radiocarbone, donc on a pu mettre, d'après les observations de fouilles, deux phases. Donc une première phase donc avec donc la majorité des structures, donc la palissade, les bâtiments et les tronçons du Grand Fossé. À la fin de cette première phase, le Grand Fossé est comblé et intervient le creusement d'un plus petit fossé ici, qui suit en gros le tracé de l'enceinte pour s'en écarter au nord en laissant la place à un espace ici dont la fonction ne nous est pas connue puisqu'il était vide de toute structure. Donc les datations radiocarbone situent l'occupation de l'enceinte en gros entre 4800 et 4300 avant Jésus-Christ. Donc là, on a un traitement statistique des données radiocarbone. On a ensuite rassemblé chaque datation dans des phases qui caractérisent les types de structures différents. Donc on voit que les deux foyers à pierre chauffée qu'on avait trouvés ici appartiennent à une phase précoce de l'occupation. Les structures datées de la palissade se développent sur l'ensemble de l'occupation, donc ce qui tend à dire que la palissade a été utilisée durant toute l'occupation du site. Et enfin, les bâtiments sont très homogènes au niveau des datations. Donc pour ce qui est du plan culturel, je passe assez vite. Donc la première phase d'occupation, donc qui se situe entre 4800 et environ 4500, si on tient compte d'à peu près toutes les probabilités du traitement statistique. Donc ça correspond à un mobilier qui a été découvert dans le remplissage du Grand Fossé, dont je rappelle qu'il était comblé en fin de cette première occupation, avec une série céramique relativement ancienne qui fait référence au groupe de Chambon, notamment dans le centre-ouest de la France, et aussi au groupe de Cerny dans l'ouest du bassin parisien. La deuxième phase correspond plutôt au début du Chasséen, avec une série céramique tout à fait différente, des séries de petits vases, de gobelets à grande encolure concave, à anse, des coupes à socle et quelques décors qui font référence à des cultures nord-orientales, notamment Rossen, donc en Alsace et ouest de l'Allemagne. Donc voilà pour les dernières évolutions de la recherche sur cette enceinte. Donc passons maintenant à l'enclos fossoyé de la Genevois, donc qui se situe ici, je l'ai déjà montré. Donc, à l'issue du décapage, donc, je dirais un peu comme d'habitude, on ne voit rien, sauf quelques traces qui sont en fait des fonds de comblement de fosse ici. Donc, on sait depuis un certain temps d'analyse géophysique réalisée après décapage, ce qui permet de gommer toutes les interférences postérieures. Et donc là, par contre, ça apparaît très bien donc l'enclos, les fosses dont je vous parlais tout à l'heure ici, et un autre petit enclos ici qui vient se brancher dans le fossé du premier enclos. Donc un peu la surprise qu'on a eue sur ce site, même si on a l'impression de rien voir, c'est qu'en fait, on a dans la moitié sud de la zone décapée, on a un site qui est particulièrement bien conservé. Donc, il n'a pas du tout subi d'arasement, donc avec la présence de plusieurs sols d'occupation, donc notamment celui-ci, je ne sais pas si je vous montre bien, qui est un sol de l'âge du bronze, de la fin de l'âge du bronze, qui se superpose à un niveau de circulation de l'époque gallo-romaine
très certainement lié au théâtre du Haut-de-Verger, qui est juste à côté. Et enfin, un autre niveau de sol, moins bien conservé celui-là, de l'époque contemporaine. Donc les sols sont conservés sur toute cette partie sud, tandis que dans la moitié nord, l'arasement est quasiment total. Donc on a examiné ça avec l'équipe géomorphologique, et notamment Jean-Pierre Garcia. Et bon, il ne m'a pas encore donné des résultats définitifs, mais on pressent que cet arasement est dû à une remontée des eaux du Ternin à une époque de péjoration climatique, constitue à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Donc très rapidement, les fouilles réalisées dans le fossé de cet enclos n'ont pas donné grand-chose, si ce n'est quelques éclats de silex, qui sont déjà un élément chronologique. Alors on voit très bien ici encore cet arasement différentiel des structures, avec au sud un remplissage très bien conservé, des creusements très bien conservés, et au nord, par contre, des choses presque inexistantes. D'autres structures sont associées à cet enclos qui, je le rappelle, est recouvert par le sol de l'âge du bronze, donc qui lui est antérieur. Donc c'est le cas aussi de cette structure qui contenait un gros bloc de roches de grès de l'Autunien, donc une roche locale. Et donc sa fosse a montré qu'il s'agit d'une dalle fichée verticalement. Donc on voit la coupe de la fosse ici, avec donc un blocage de gros galets, aussi de roches de même type que la dalle. Donc l'interprétation qui en découle, c'est qu'on est en fait en présence d'une base de menhir dans sa fosse d'implantation. Donc la fosse d'ailleurs est assez caractéristique avec ce creusement en pente qui permettait de faire glisser le monolithe pour le redresser. Donc c'est finalement assez rare de retrouver des menhirs, même si celui-là n'est pas complet, il a certainement été cassé à une époque ultérieure. Donc c'est assez rare de retrouver des menhirs en place comme ça. Donc je passe très vite là des exemples de menhirs qu'on connaît dans la région. Les plus connus sont ceux des Poigny, bien sûr. On a également le menhir de Charmeau à Broye. Et plus près de notre site, au Champ de la Justice, on avait toute une série d'alignements de mégalithes. Bon, ce n'est pas Carnac non plus, mais on avait au moins une vingtaine de menhirs encore en place au début du XXe siècle. Ceux-ci ont été ensuite déplacés dans les haies, on les voit encore d'ailleurs, par les agriculteurs. Donc le menhir de la Jeune-Thoix ressemblerait plutôt, de par ses proportions, à ces petites structures. Deux autres structures encore qui sont contemporaines au creusement du fossé. Donc c'est d'une part cette fosse qui est ici, donc qui était également recouverte par le sol de l'âge du bronze. Donc cette fosse au contour bien régulier, et dont la fouille n'a rien donné. Donc c'est un peu une habitude, sauf quelques éléments de charbon qui nous permettront peut-être de la dater. Donc on ne sait pas du tout sa fonction. Pas forcément plus intéressant, mais intéressant également au moins, c'est cette petite structure-là qui est en fait un trou de poteau très profond, même s'il se situe de la zone très arasée, il est encore conservé sur au moins 50 cm. Et ce qui est intéressant, c'est regarder sa situation par rapport à l'enclos. En fait, on se trouve sur la ligne de longueur de l'enclos et pile en face de l'entrée. Donc il pouvait s'agir en fait d'une structure de marquage du site, un peu genre totem, voilà. Donc on s'orienterait plutôt vers une fonction funéraire, voire rituelle. Donc l'habitat, je pense, peut être exclu du fait qu'on n'a pas du tout de mobilier, ni dans les fossés, ni ailleurs, pour cette époque.
Donc le petit enclos, maintenant, donc là c'était l'enclos E1, on a l'enclos E4 qui se situe ici. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il vient prendre appui dans le remplissage de fossés. Donc il était creusé quand le grand enclos était déjà comblé, mais certainement encore visible. Et donc si on projette un peu dans la zone où on n'a pas fouillé, il se termine comme ça et prend également appui dans le fossé de l'enclos E2 qui se trouve ici. Donc quand on regarde les coupes de son creusement, on s'aperçoit de creusements tout à fait différents, mais qui est très profond, aux parois tout à fait verticales et tout à fait typiques des structures qui est destinée à accueillir des palissades. Donc on peut faire l'hypothèse ici d'un enclos palissadé comme on en connaît au néolithique et à l'âge du bronze. Donc quelques comparaisons. Alors ce genre de site reste très rare. Et donc il faut aller jusqu'à Concarneau en Bretagne pour trouver des choses qui ressemblent à peu près à notre enclos. Donc les enclos du site de Queyrat-au-Rec. Donc on retrouve des enclos à entrée, des structures dans l'alignement de l'axe de la longueur. Et ici, c'est un enclos, par contre, à gauche, c'est un enclos funéraire qui date du bronze final, mais la comparaison est moins intéressante puisque donc, notre enclos de la Gentois est antérieur au bronze final. Donc j'en termine par l'occupation de l'âge du bronze. Donc le sol dont je vous ai parlé tout à l'heure vient recouvrir l'enclos. Donc on l'a fouillé par une méthode assez classique de carré de 2 mètres sur 2 pour en récupérer le mobilier. Mobilier qui se résume à des fragments de céramique et d'objets en terre cuite, mais relativement nombreux, quelques éclats de silex également. Donc il faut savoir qu'ici, sur le site de la Gentois, on n'a pas du tout de matériaux ni périssables, ni de faune, puisque l'acidité du sol n'en permet pas la conservation. Ce qui d'ailleurs nous pose des problèmes pour l'attribution à une fonction funéraire des enclos. Donc là, pour l'instant, on ne le saura pas. Donc associé à ce sol, quelques fosses qu'on avait déjà vues sur l'analyse géophysique. Alors là, on voit très bien constitue de la zone très arasée, puisque donc, il ne subsiste que les fonds des fosses, donc, mais qui ont livré également du mobilier, donc du mobilier de mouture, des meules, des pierres brûlées et des fragments de céramique. Donc le mobilier, donc le voici, il s'avère déjà contemporain à celui qu'on avait trouvé lors d'un sondage qui avait été fait au niveau des fondations du théâtre du Haut-des-Vergers, que donc j'ai dit qui est juste à côté, donc ce matériel qui est sur la gauche. Donc en fait, on trouve essentiellement de la céramique, des vases tout à fait typiques d'une période qui s'étale en gros de 900 à 1000 avant Jésus-Christ. Donc c'est la fin de l'âge du bronze, avec des vases assez, donc je dis tout à fait typiques, très carénés, des assiettes à rebord et des petits gobelets à décor. Le matériel est très fragmenté puisqu'il provient d'un niveau de sol, donc c'est quand même assez difficile de reconstituer les vases. Associés à cette céramique, on a des objets en terre cuite donc, qui sont traditionnellement interprétés comme des chenets, mais dont la fonction reste encore aujourd'hui vivement discutée. On serait peut-être aussi en présence d'objets plutôt rituels, de représentations stylisées de bêta-cornes. Donc ça reste en discussion. Donc on en a un certain nombre hein, sur le site de la Gentois, donc ici, encore ici, avec des décors. C'est des objets qui sont systématiquement décorés. Donc une série d'objets. Donc ce sol, donc, qui est un sol de circulation d'extérieur. Il ne faut pas penser qu'on est à l'intérieur d'une maison. Donc c'est vraiment un sol qui a subi beaucoup du piétinement, qui a été très altéré en fait. Bon, c'est quand même très intéressant ce site
donc surtout s'il s'étend sur le côté théâtre, car donc on serait en présence d'un site déjà important pour cette période. Et voilà, donc j'en termine donc cette année 2023 marque la fin des recherches sur le terrain. Donc il restera 2 ans dans le cadre du PCR, qui seront destinés à terminer quelques volets d'analyse encore sur l'enceinte, notamment sur le mobilier lithique, et à la rédaction d'un article de synthèse concernant toutes ces fouilles. Et j'en profite au passage pour remercier toutes les équipes de fouilles qui se sont succédées pendant 6 ans. Donc, comme on l'a vu, sur un terrain parfois pas facile, dans des conditions pas faciles, très chaudes souvent, mais toujours avec le sourire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Franck. Nous avons quelques minutes comme prévu pour des questions dans la salle qui ne vont pas manquer, je suppose. Si vous n'avez pas d'idée, j'en ai, moi, des questions. Si les gens sont encore endormis, je vais en profiter. Une première question, sur tes plans, on voit des petits cercles noirs qui sont surimposés sur les sols de l'âge du bronze. Je me demandais si c'était des lieux de prélèvement. C'est les points de carroyage. D'accord. Simplement. Et puis, question plus scientifique, donc tu as présenté vraiment l'intérêt de cet ensemble, de cette enceinte, de ces monuments associés, des différents monolithes aussi qui sont connus à proximité. Et la question que je me posais, c'est quel est finalement, on dit toujours que c'est le site de ce type-là le plus au sud finalement de cette culture associant enceinte et puis espace funéraire. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qu'il en est finalement des comparaisons régionales? Alors, déjà, on n'a pas vraiment d'éléments chronologiques qui situent l'enclos en contemporanéité avec l'enceinte. Donc ça, c'est tout à fait possible que l'enclos soit campaniforme, par exemple. Pour ce qui est de l'enceinte, oui, effectivement, c'est un des sites les plus méridionaux connus pour ce genre de choses. On commence à trouver des choses dans le sud-ouest, notamment dans la région de Toulouse, qui ressemblent à des enceintes, mais qui sont en fait des sites de fossés qui ne sont pas toujours fermés, qui sont des fossés raboutés les uns aux autres par période. Voilà, et donc le caractère funéraire de l'enclos n'est pas du tout prouvé non plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Le néolithique vous fait trop peur, peut-être. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est vrai que c'était une période obscure. Hein. Mais qui s'éclaire depuis quelques années, oui, malgré tout, et en particulier à Autun. Et donc on est particulièrement désolé d'ailleurs pour la valorisation de cette période que tous les menhirs du champ de la justice aient été abattus. Bah oui, je ne sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas un projet, le terrain n'est pas public, mais ce serait intéressant peut-être d'avoir un projet de localisation des fosses pour pouvoir reconstituer au moins virtuellement. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Parce qu'on voit qu'il y a un ensemble qui est assez caractéristique. Tu disais qu'on n'était pas à Carnac, malgré tout. Oui, oui, mais bon, on a une très forte occupation néolithique de ce secteur, de toute façon. C'est quand même très intéressant. Aucun remords? Ah, si. Une question. Est-ce qu'on a une idée d'une occupation continue et d'un lien entre... Merci beaucoup, Irène. D'avoir donc une occupation, une continuité de l'occupation et un lien avec les occupations successives, parce que ce qui est assez incroyable, c'est cette découverte-là, juste à côté du deuxième théâtre, juste à côté du quartier quasi proto-industriel de fabrication de céramique, juste à côté du temple de Janus et de l'ensemble et des temples de Janus successifs. Est-ce que finalement on a des indices d'une continuité et puis d'une culture qui a évolué, ou est-ce que c'est un hasard pur que dans cette partie qui était un petit peu, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, comme je le disais en introduction, le parent pauvre de l'archéologie locale, puisque c'était peut-être
Oui, on avait vu qu'au moment de la sécheresse, il y avait peut-être quelque chose à creuser là-bas, mais c'était quand même sur la rive gauche de la Roue que se concentrait quand même la recherche depuis plusieurs années. Voilà. Et est-ce qu'il y a une raison géographique ou autre pour cette concentration-là? Et est-ce qu'on a une continuité entre les cultures, où finalement c'est des personnes différentes, des cultures différentes qui sont venues sur ce lieu et qui sont par hasard mises à finalement construire ou creuser ou planter des menhirs ou faire des temples à cet endroit-là? Alors non, on n'a pas du tout de continuité entre la période du néolithique et la période du gallo-romain. Donc on a des périodes où on a des hiatus chronologiques très importants, notamment à l'âge du bronze. Les seuls indices de l'âge du bronze qu'on ait, pour l'instant, se situent à la fin de l'âge du bronze. Mais on a donc, en gros, peut-être 2000 ans où on n'a, pour l'instant, pas de témoignage d'occupation. Donc, ce qui a poussé, je parlerai plutôt pour la protohistoire et le néolithique, les gens à s'installer là, c'est la présence de l'eau, sans aucun doute. Donc, c'est souvent ces sites qui sont près de l'eau sont souvent réoccupés à des périodes tout à fait différentes, sans que les gens aient su qu'il y ait eu des occupations auparavant. Oui, donc Autun n'en est pas encore à gagner le palmarès devant Marseille de la ville la plus ancienne de France, mais on progresse. On ne sait pas tout non plus, hein, bien sûr. Hein, S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la deuxième communication de la matinée, justement sur la phase de cristallisation.